Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Journal de la Nuit de Paul-Marie Couteau, que j'ai l'honneur aujourd'hui de diriger, assisté d'Yves Le Floch. Alors, nous avons la joie de recevoir ce soir Marion Maréchal-Le Pen. Bonsoir Marion Maréchal, bonsoir. Députée FN du Vaucluse que tout le monde connaît. Et Étienne Lahire, vous êtes haut fonctionnaire, politologue et vous contribuez régulièrement à la Fondation Polémia. Bonsoir. Et puis dernièrement Atlantico, je crois. Absolument. Atlantico. Voilà. Et nous avons, je crois, Paul-Marie Couteau au téléphone, qui, oui, bonjour, comme toujours, va nous dire quelques mots. Mon cher Bonsoir Paul-Marie. Bonsoir. Vous avez un très joli plateau, mon cher. Je vous remercie. Et je salue chacun de vos invités. Je voulais remercier, allons vite, puisque votre programme est chargé, je voulais remercier les très nombreux auditeurs qui m'ont dit le plaisir qu'ils avaient eu à entendre notre émission la semaine dernière. Nous avions Béatrice Bourges, nous avions aussi d'ailleurs, et vous l'avez de nouveau ce soir, la nouvelle vedette, Étienne Bousquet-Cassagne. Mais cette émission a beaucoup... Oui, nous l'aurons par téléphone. Hein, parce que par téléphone. Je crois qu'il est toujours dans le Lot-et-Garonne. Ah, mais oui, c'est son fief, il faut qu'il le laboure maintenant, c'est entendu. Et il faut aussi que nous revenions sur l'affaire de Nicolas, que nous avions, parmi les premiers d'ailleurs, lancé mercredi dernier, puisqu'on venait à peine de connaître cette peine inouïe, inconcevable. Il est exact que l'heure est très grave. Les atteintes à la liberté, aux libertés essentielles, sont maintenant quotidiennes. On apprenait avant-hier qu'un de mes anciens collègues au Parlement européen, député villiériste Patrick Louis, avait été arrêté, molesté, plaqué au sol. À Lyon. Ouais. Il est conseiller régional de Rhône-Alpes. Enfin, ça n'empêche pas. Il a déposé plainte immédiatement, justement, pour entrave à la liberté de circulation. De tout notre soutien. Peut-être viendra-t-il à une de nos prochaines émissions. Enfin, il est très étonnant que le deux poids deux mesures ait atteint un tel degré. On répète toujours la même chose, je ne dirai pas une fois de plus. Chacun comprend, mais enfin, les casseurs sont condamnés avec sursis. La plupart des condamnations à la prison, y compris ferme, de moins d'un an, ou selon les tribunaux et les places dans les prisons de moins de 6 mois, ne sont pas exécutées. C'est-à-dire que des gens qui sont convaincus de crimes et emprisonnés à 6 mois de prison ferme ressortent libres parce que il n'y a pas de place dans les hôpitaux, dans les prisons. Et le fait est que ce jeune Nicolas qui a été arrêté après s'être réfugié dans une pizzeria, arrêté par des policiers en civil, tabassé, ensuite mis dans de telles conditions psychologiques qu'il a refusé de donner son ADN. Enfin, tout le monde connaît l'histoire, en sorte qu'il a été... c'est inouï d'ailleurs en 2013. Il a été condamné en comparution immédiate pour rébellion. On entre avec les socialistes dans un système proprement... Et pour avoir donné son ADN, loi qui avait été votée d'ailleurs sous la précédente mandature, sous Nicolas Sarkozy, et à tel point qu'aujourd'hui, plus de 2,5 millions de personnes sont fichées dans les fameux fichiers ADN. Mais moi, je refuserais de donner mon ADN. Il faut mettre un terme à un moment ou à un autre à la mise en fiche de chacune de nos personnes et de chaque élément de notre corps maintenant. Le totalitarisme a dépassé ce qu'Orwell avait décrit en le fixant à 1984. 2014 est infiniment pire que 1984, évidemment. Mais alors je dis ça en souriant, mais vraiment l'heure est grave, parce que là maintenant l'exaspération est à son comble. Je prie de tout mon cœur pour que le mouvement, magnifique mouvement, qui est un signe que se lève une jeunesse de France, vous connaissez la phrase de Malraux à De Gaulle dans Les chaînes qu'on abat, si un jour, mon général, nous pouvions revoir une jeunesse française, ça veut dire deux choses, une jeunesse de France et une jeunesse de la France. Eh bien, je crois qu'avec le printemps français, on tient une jeunesse de la France et une jeunesse de France qui n'est plus ce qu'on a appelé pendant longtemps la jeunesse ou les jeunes, c'est-à-dire principalement des racailles. Là maintenant on a affaire à une vraie jeunesse, à une vraie génération consciente qui se forme sur le terrain, qui est évidemment en formation accélérée
grâce ou à cause de la répression policière. Et qui est même représenté au Parlement désormais. Et qui est même représenté et relayé, en effet, par Marion Maréchal. Moi, j'ai pas fait de garde à vue, donc j'ai moins de mérite qu'eux. Mais chacun à sa place. Hein. Heureusement que vous n'êtes pas en garde à vue, puisqu'on a besoin de vous à la tribune de l'Assemblée nationale, Marion Maréchal. Alors, moi, je demande à tous les auditeurs, et comme je l'ai demandé par lettre circulaire à tous les membres du Ciel, de relayer, soutenir, faire connaître les actions merveilleuses d'un courage et quelquefois d'une inventivité stupéfiante du printemps français. Voilà, nous avons eu Béatrice Bourges la semaine dernière, ça a beaucoup plu à nos auditeurs. Nous devions avoir, mais elle a été retenue au sous-sol de l'Assemblée nationale, Ludivine de la Rochère, mais nous l'aurons, je l'ai eu au téléphone, nous l'aurons lors de nos prochaines émissions. Je crois que là, nous tenons le bon bout, on a de toute façon dépassé le mariage homosexuel, mais, pointe à l'horizon, bien entendu sous forme d'une intervention supranationale, c'est-à-dire de l'Union européenne, la GPA. À partir du moment où les conséquences d'une GPA opérée à l'étranger sont avalisées par le droit national, déjà, c'est d'ores et déjà fait, je vois plus, il y a une espèce d'hypocrisie du droit. Et cher Paul-Marie, au-delà des lois familiales qui sont désastreuses, pointe à l'horizon également le droit de vote des étrangers. Et nous allons peut-être en reparler ce soir au gré de l'analyse des résultats électoraux. Je pense pas qu'il faille dévier de notre cible, qui est vraiment la question de la contre-nature, du refus de la nature, de la loi naturelle, dont les premiers auspices sur le mariage homosexuel, qui va se développer avec la GPA et la PMA, et l'euthanasie, qui est un énorme sujet aussi. Pour moi, je me centrerai sur ces sujets-là. Ça ne veut pas dire du tout que je suis favorable, moi, du monde au vote des étrangers, mais je crois qu'il faut une telle, j'en suis même sûr, majorité pour l'instaurer, que le Parti socialiste, qui perd les élections les unes après les autres, non seulement n'était pas sûr il y a un an de réunir la majorité nécessaire, mais maintenant est à peu près certain de la manquer. Donc je pense pas que ce soit, pardon Benjamin de vous contredire, mais je ne pense pas que ce soit d'une urgence et aussi lourde que la législation sur l'euthanasie, c'est-à-dire l'autorisation de l'euthanasie, l'autorisation d'un geste. Nous en avons parlé avec Jean-Claude Martinez au mois d'avril. Je recommande de nouveau son livre « L'euthanasie, stade suprême du capitalisme », c'est l'édition Via Romana, c'est un très beau livre. Et puis la GPA, je la vois arriver par l'Europe, la GPA. Ça, c'est absolument insupportable. Personne ne voit ce que signifie la marchandisation des enfants, sans compter les problèmes qui surgissent déjà dans les pays qui l'ont assimilé, c'est-à-dire des querelles sur l'argent que doit verser la mère d'adoption à la mère porteuse, des querelles qui naissent du fait que la mère porteuse veuille interrompre la grossesse parce qu'elle a appris que une troisième personne qui aurait donné des ovocytes pour troubler l'origine, n'est-ce pas? Il y aurait une première personne qui donne des ovocytes, puis une mère porteuse, puis une mère d'adoption. Et quelquefois, la mère porteuse apprend que les ovocytes la personne qui porte les ovocytes est atteinte de maladies graves. Donc elle l'avorte, pour dire les choses brutalement, et ça crée des conflits sans fin avec la mère d'adoption qui a versé une certaine somme, puisque maintenant tout ça devient du commerce, et se retourne devant les tribunaux contre les mères porteuses. Enfin, personne ne voit à quel degré d'ignominie et d'abandon de la civilisation nous conduit cet engrenage. Voilà. Et justement, cher Paul-Marie, je rebondis sur vos propos. Demain est organisé par un collectif qui s'appelle les Mères Porteuses, donc qui gravite dans toute la mouvance du printemps français, une marche, une manifestation qui est déclarée en préfecture. Donc vous pouvez vous y rendre presque sans risque, chers amis auditeurs, puisque c'est déclaré. Donc normalement, la police ne devrait pas vous frapper dessus. Et donc à 19h, rendez-vous au Parc Monceau et marche jusqu'au mémorial de l'esclavage, place du Général Catroux, place Malesherbes. Oui. D'ailleurs, c'est pas idiot de revenir à le mémorial de l'esclavage, parce que l'ensemble de ce grand dossier, au fond, aboutit non seulement à la commercialisation des corps, mais au fond à l'esclavage, c'est-à-dire à l'achat et à la vente d'êtres humains.
Marion Maréchal, vous voulez... Oui, non, mais je rebondissais un petit peu sur les propos aussi de Paul-Marie, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Paul-Marie, parce que je crois que vous parliez du droit de vote des étrangers. Alors évidemment, on n'est pas sur les mêmes thématiques. Néanmoins, on peut constater que je crois que ce serait une erreur pour les manifestants de se contenter, de se cantonner au triptyque avortement, embryon, mariage, pour la simple et bonne raison que tout est lié. Et on le voit d'ailleurs avec l'histoire de la législation GPA venant de l'Europe, car je crois que la question de choisir pour nous, chez nous, est devenu essentiel, y compris sur les questions sociétales. Et cela relève quand même qu'il ne faut pas se cantonner uniquement au niveau national à ces questions, mais comprendre que le fait de choisir va aussi dépendre de la question de la souveraineté et demain du droit de vote des étrangers. Donc je crois qu'il ne faut pas cantonner comme cela les questions et qu'au contraire, il faut inviter justement ces masses de manifestants à se mobiliser sur des sujets patriotes comme la souveraineté et comme le droit de vote des étrangers. C'est peut-être l'occasion, ces manifestations, puisqu'elles permettent de faire tomber certaines cloisons sociales, idéologiques, etc., entre les différentes composantes de la population française et notamment de la droite. Et c'est vraiment l'occasion qu'on a de faire de la pédagogie, et notamment auprès des militants. Le fait que la GPA soit probablement, à la suite d'un rapport d'un comité d'experts qui sont tous nommés de telle sorte qu'ils soient favorables à la GPA, arrive par la grande porte ou la petite porte de l'Europe, montre qu'il y a des liaisons parfaites entre les sujets qui nous ont occupés ce printemps et la question de la souveraineté, évidemment, et comment, et de l'abolition des frontières. Ce que je voulais simplement dire à propos du vote des étrangers, ça me paraît tellement farfelu que j'ose pas croire qu'on en arrive à ce point de dissociation de la citoyenneté et du vote. Ce qui est vraiment absurde. Ce qui était déjà le cas pour d'ailleurs les étrangers communautaires. Oui. Ah oui, je suis bien d'accord et je m'y étais beaucoup opposé lorsque j'étais parlementaire européen. Je dois vous dire que le souverainisme, je l'ai chevillé au corps depuis très longtemps. Mais simplement, j'ai l'impression que les socialistes n'oseront pas. Voilà. Mais le fait est... Espérons, mais je pense que pour les inciter à ne pas oser, il faut se tenir prêt et le faire savoir. Et notamment mobiliser et faire vraiment battre le rappel, notamment auprès des parlementaires de la droite et du centre, ou du centre-droit, comme vous voulez, pour qu'ils ne fassent pas un coup tordu dans le dos, comme ils en ont souvent été capables, et en échange de quelques autres concessions sur le cumul des mandats ou sur je ne sais quoi, qu'ils aillent voter cette loi catastrophique. Cette réforme constitutionnelle qui serait catastrophique. C'est ça. Il faut être vigilant sur tous les fronts. Et maintenant, je le répète, il faut être mobilisé en permanence. La situation est beaucoup trop grave sur tous les fronts. Il faut suivre les initiatives du printemps français, les relayer, les appuyer, quelles qu'elles soient. Il faut regarder ce que je fais tous les jours, parce que d'abord, ça me donne de la bonne humeur. Il faut regarder le site du printemps français, parce qu'on y voit sans cesse des images de jeunes d'une vaillance incroyable, d'un courage physique merveilleux, tel qu'on l'attendait pas. Enfin, il y a un an, j'aurais pas prédit qu'il y avait encore une si belle... Et on y voit même une intervention à la tribune d'une manifestation de Marion Maréchal Le Pen. Ah, dimanche dernier, oui, ça, je la félicite beaucoup. Je suis très content que la liaison soit faite entre nous et le printemps français. Je m'y au point de mon côté. Alors, je voulais vous dire une deuxième chose. Je ne veux pas rester éternellement au téléphone, mais je crois que vous avez tout à l'heure Étienne Bousquet-Cassagne, dont je disais le nom. Je crois que vous l'avez au téléphone. Oui, tout à fait. Il faudra, pardon, mon cher Benjamin, j'ai pas besoin de piloter votre émission, mais il faudra, à mon avis, lui demander si les commentaires que les UMP ont pépillés à satiété lundi, mardi, mercredi dernier, enfin ces 3 jours après l'élection, selon lesquels l'électorat de gauche s'est en partie reporté sur le candidat national. Je crois aussi que beaucoup de candidats UMP, parmi les 7000 voix qu'Étienne a gagnées d'un dimanche à l'autre, viennent aussi d'électeurs UMP absolument dégoûtés de voir leur candidat faire la danse du ventre sur le thème des valeurs communes à l'électorat socialiste. Et ça, j'en ai assez d'entendre, évidemment, les UMP, ça les arrange de dire ça. Raffarin, la claironné sur tous les tons, ne veut pas comprendre qu'il y a une très grande volatilité de leur électorat qui peut très bien se reporter sur des candidats nationaux. Enfin, c'est ce à quoi j'aspire, moi, et peut-être dans la perspective d'une déliquescence rapide de l'UMP. Et je pense que c'est à travailler. Il y a une porosité entre l'UMP et nous, en tous les cas, le ciel,
qui fait partie du RBM, bien entendu, qu'il faut absolument encourager, et d'autant plus qu'on a vraiment l'impression que l'UMP est coincée. Elle est coincée de tous les côtés. D'abord, elle n'a pas de programme possible, tant les personnalités qui l'incarnent sont diverses. Par exemple, sur l'Europe, on va vraiment s'amuser pour l'année prochaine, lors des européennes, à écouter ce que va bien pouvoir raconter l'UMP sur son projet européen, parce que ils ne peuvent parler d'une seule voix, les UMP, que pour ne rien dire. Ça, c'est une chose acquise. Il n'y a pas de chef, ou tout au moins il y en a trois. Il y a M. Fillon, il y a M. Copé, il y a M. Sarkozy qui révoque et l'un et l'autre. Et tous les autres qui poussent derrière. Voilà, son tapis des petits Pelletier ou des aimables Vauquier, c'est une pagaille sans fin. Et puis enfin, il n'y a plus de lien entre les états-majors de l'UMP et la base, et les militants de base, les cadres locaux. Je suis allé, je crois l'avoir dit mercredi dernier, à UPI à l'occasion du 18 juin. C'était mardi de la semaine dernière. J'ai fait exprès de faire en sorte que la cérémonie du ciel au pied de la statue du général de Gaulle, puisqu'à UPI, il s'était illustré pendant la bataille d'Abbeville à la fin du mois de mai 1940. J'ai décalé sans cesse, puisque les UMP fuyaient, n'est-ce pas, pour ne pas nous rencontrer, la date de notre propre dépôt de gerbes, ou tout au moins l'heure, pour pouvoir les rencontrer. Nous y sommes parfaitement arrivés. On s'est mélangé avec les UMP et les cadres locaux. Alors pas les élus, bien entendu, qui nous faisaient grise mine, mais les cadres locaux, les adjoints au maire, les militants UMP étaient tout à fait contents au fond, de sympathiser et devant la statue générale de Gaulle, de faire cause commune avec le ciel et par conséquent le RBM. Donc je crois qu'il faut beaucoup de... Je ne sais pas si cette fois je suis d'accord ou j'ai l'accord de Marion Maréchal, mais c'est en tout cas une de mes obsessions, créer une sorte de liaison avec l'UMP pour aspirer des voix de militants. Ce n'est pas à moi de vous donner mon accord. Hein. C'est avec Marine Le Pen qu'il faut voir ça. Alors, j'en ai beaucoup parlé avec votre tante, chère Marion Maréchal. Je lui ai dit que telle était ma stratégie. Je vous demande pas certainement de la valider. Ce n'est pas moi, ce n'est pas en moi que vous trouverez un adversaire dans cette stratégie, sachez-le. Bon. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Non, parce que je crois il est temps quand même de créer un grand parti national et populaire, et je pense qu'il n'y a plus rien à tirer de cette gauche. Je l'ai connu, j'ai soutenu Jean-Pierre Chevènement il y a 10 ans, je m'en suis bien mordu les doigts. Il y a rien à faire dans le droit de gauche, sauf des voix. Je comprends tout à fait que Marine Le Pen et encore une fois, l'affaire de Villeneuve-sur-Lot en est une illustration, c'est que parmi les déçus de Hollande, nous avons un grand réservoir de voix, et ça, c'est une bonne stratégie, en effet. Mais simplement, elle n'est pas exclusive d'une autre stratégie que je voudrais mener, bien entendu, pas seul, mais avec d'autres, visant aussi à dézinguer l'UMP, non pas seulement dans la perspective de faire des voix, bien entendu il le faut, mais dans une autre perspective, parce que faire des voix ne doit pas être notre seul horizon. Je crois que notre principal horizon, c'est de créer une force de gouvernement. Voilà, une force de gouvernement crédible. Et peut-être faudra-t-il le faire avec des chevaux de retour. Bon, je dis ça de façon un peu provocante, mais écoutez, il y a plusieurs voix qui peuvent s'exprimer au sein du RBM, n'est-ce pas? Vous êtes sur Radio Courtoisie. Parfait. Eh bien, écoutez, cher Paul-Marie, je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie étaient très heureux, comme toujours, de vous entendre. Je vous remercie depuis votre lointain Poitou d'être venu jusqu'à nous. Nous serons en direct ensemble le mercredi prochain. Eh ben, oui. Je crois que vous assurez les émissions du mois de juillet, mon cher Benjamin. Je vous en remercie beaucoup. Eh ben, je vous en prie. C'est toujours un plaisir, Paul-Marie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc nous sommes en direct dans le libre journal de la nuit de Paul-Marie Couteau sur Radio Courtoisie, et donc j'ai le plaisir de recevoir Marion Maréchal Le Pen et Étienne Lahire, et nous allons plus particulièrement nous intéresser aux résultats de l'élection législative partielle qui a eu lieu dimanche dernier dans le Lot-et-Garonne, donc suite à la démission de Jérôme Cahuzac. Marion Maréchal Le Pen, vous êtes allée plusieurs fois à Villeneuve pour soutenir le candidat du Front National. Vous êtes allée avant le premier tour et puis entre les deux tours, non, j'y suis allée une fois, plus exactement, avant le premier tour, peu de jours avant le premier tour. D'accord. Et alors, comment avez-vous ressenti la campagne? Est-ce que vous pensiez qu'il arriverait déjà au second tour, qu'il arriverait à éliminer les socialistes? Est-ce que vous l'aviez pressenti, vous qui commencez à avoir l'habitude des campagnes électorales? J'ai malheureusement pas eu l'occasion de faire véritablement du terrain, puisqu'en fait, je l'ai accompagné lors d'une réunion publique.
dans laquelle j'ai également fait une intervention qui d'ailleurs a été un formidable succès puisqu'on a été aux alentours de 250 personnes avec des profils extrêmement variés, beaucoup de jeunes. Donc moi je n'ai pas douté une demi-seconde que Étienne parviendrait au deuxième tour. Je crois qu'après, j'ai même d'ailleurs eu l'espoir de le voir gagner car l'aléa était si grand avec le taux d'abstention qu'on aurait pu en effet voir une victoire, mais je crois que la phrase qui a été répétée maintes et maintes fois par nos cadres, à savoir que c'est une victoire dans la défaite, est une réalité. Oui, rappelons le résultat du second tour, où Étienne Bousquet-Cassagne a récolté plus de 15 600 voix, soit 46,25% des voix, alors qu'il n'avait recueilli que 8 500 voix au premier tour, donc c'est une progression très importante. Étienne Lahire, que vous inspirent ces résultats bruts comme ça? Écoutez, pour paraphraser un chant patriotique du Premier Empire, pour le Front National, c'est un petit peu la défaite en chantant. Puisque le candidat échoue de quelques voix, de 2500 voix au deuxième tour, mais en progressant de 7000 voix entre les deux tours, ce qui est considérable. En réalité, cette élection s'est jouée sur un différentiel d'implantation. Sur les 2500 voix d'écart au deuxième tour, on s'aperçoit que 1700 viennent du canton de Fumel, canton où est élu le candidat UMP, qui est maire de la commune, chef-lieu, et conseiller général du canton. Et ce sont en fait ces différences de voix obtenues dans le canton, dans le fief du candidat UMP Jean-Louis Coste, qui ont fait la différence. Et donc c'est cela qui doit inciter le Front National à travailler son implantation locale et à inscrire son action dans la durée. Le candidat Étienne Bousquet-Cassagne était candidat pour la première fois sur cette circonscription. Il était candidat sur la circonscription voisine lors des élections générales de 2012. À lui désormais, après ce succès certain, malgré tout, de poursuivre son implantation et d'inscrire son action dans la durée sur ce territoire. Alors on pourra lui poser la question tout à l'heure quand nous l'aurons au téléphone. Mais Marion Maréchal, vous êtes également, en plus d'être députée, alors en quelque sorte vous êtes presque une cumularde, j'ai envie de dire, mais vous êtes responsable de la fédération du Front National dans le Vaucluse. Absolument. Et je crois que c'est une bonne partie de votre travail de chercher à trouver des candidats qui soient implantés, notamment pour les élections municipales. C'est vrai que c'est l'un des travaux majeurs en tant que secrétaire départemental du Vaucluse, puisque une grande partie aujourd'hui est de se concentrer sur les élections municipales. C'est d'autant plus compliqué que c'est vrai que nous sommes un parti qui repartons presque de zéro de ce point de vue-là, alors même que nous avons 40 ans d'existence, ce qui peut sembler assez paradoxal. Probablement lié déjà à une stratégie, il faut bien l'avouer, de Jean-Marie Le Pen qui pendant très longtemps s'est consacré beaucoup à une logique nationale, qui n'a pas cherché à ancrer son parti localement particulièrement, mais qui a cherché à avoir une visibilité surtout nationale avec des cadres nationaux, une réflexion nationale et également... Ce qui a peut-être permis de lancer le parti, de le faire passer jusqu'à 14-15%, et peut-être qu'au-delà, pour aller plus loin, c'est ce qui a manqué, c'était l'ancrage local. Je le crois. Et puis il y a eu aussi un problème de contexte. C'est vrai qu'après 2007, il y a eu une déconfiture jusque dans les fédérations, une déconfiture financière. Il faut le savoir que nos fédérations ont été mises à mal. Nous n'avons plus ni locaux, ni personnel, ni quoi que ce soit pour nous permettre d'avoir des relais de terrain, sans compter que nous n'avions même plus de place au niveau local à offrir. Donc c'est vrai qu'on repart de zéro. Donc c'est tout un travail de construction à faire. Mais moi je vois dans le Vaucluse, c'est très enthousiasmant parce qu'il y a une véritable attente. Il y a une demande et il y a en effet beaucoup de jeunes notamment. Moi je pourrais faire des listes de FNJ, c'est quelque chose que je constate, de 18-25 ans qui ont envie de s'investir politiquement. Malheureusement au niveau local on ne peut pas toujours se permettre de faire cela. Mais la dynamique de rassemblement qui a été opérée par Marine Le Pen, impulsée en tout cas par elle aux législatives et qui a vocation à être poursuivie au municipal, fonctionne extrêmement bien, puisque je le constate notamment moi sur Carpentras. Mon suppléant Hervé de Lépinot, vice-président de la Ligue du Sud, qui est donc la tête de liste investie RBM, arrive à rassembler autour de lui sur Carpentras des gens du Front National, des gens de l'UMP, des déçus simplement de l'UMP, ou même des gens sans étiquette qui ont envie de s'investir autour d'un projet municipal qui leur plaît. Donc c'est vrai que c'est une nouveauté et nous permettre de faire émerger comme ça de nouveaux petits cadres locaux, on va dire, probablement va être déterminant pour nous dans les années à venir et faire la différence très certainement dans les élections législatives à venir, parce que comme vous le dites très justement, il y a
clairement un handicap majeur qui a été cette implantation locale. Quand on voit le CV du candidat UMP qui cumule je ne sais combien de fonctions au niveau local, c'est vrai que c'est déjà quand même une réussite formidable. Et moi, je me félicite d'autant plus de ces résultats que, bon, tout le monde s'entend à dire, c'est quelque chose qui a été dit et redit, que le front républicain ne fonctionne plus. Aujourd'hui, les électeurs ne veulent plus se voir opposer des arguments de l'émotion, on va dire, type la lutte contre l'extrémisme, la préservation des valeurs républicaines. C'est quelque chose qui ne leur parle plus. Ils veulent maintenant un débat sur le fond politique que les autres ne veulent pas avoir, et surtout quelque chose quand même de majeur qui est tout à fait remarquable et qui est quand même un échec d'une stratégie menée par eux depuis des années, c'est l'échec de l'imposition du bipartisme en France. Et oui, alors justement au niveau de cet échec du Front républicain, tout à l'heure Paul-Marie Couteau parlait de la qualité des reports UMP vers le FN. Est-ce que, Étienne Lahire, d'après ce que vous avez pu étudier sur les bureaux de vote, ça correspond à l'analyse que vous avez faite sur cette circonscription? Parce que ça a pu se constater, notamment lors des élections législatives générales de juin 2012. C'était quelque chose qui a très bien marché. Même Absolument. des électeurs UMP du premier tour qui se reportaient sur le Front National au deuxième tour lorsque la gauche avait été éliminée. Alors c'est un phénomène qui est assez unique qu'on a enregistré lors des législatives de 2012, où dans les circonscriptions du Sud qui mettaient aux prises un candidat de gauche face à un candidat Front National, alors que la droite parlementaire était éliminée au premier tour, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, les reports UMP vers Front National étaient meilleurs que les reports Front National vers UMP, dans les circonscriptions où le Front était éliminé. J'en veux pour preuve, par exemple, les résultats obtenus à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône par Stéphane Ravier dans les quartiers de Marseille-Nord et par Valérie Lopi à Tarascon, qui ont échoué d'extrême justesse, avec des reports des conditions un peu douteuses. Alors, dans des conditions plus que douteuses à Marseille-Nord, la justice a tranché et a reconnu quelles étaient les méthodes de Madame Andrieux. Mais s'agissant de l'élection d'Arles et de Tarascon, par exemple, le candidat UMP s'était retiré, avait appelé à faire voter pour la candidate du Front National, qui est parvenu à obtenir 49% face au président du conseil régional PS, député sortant, alors même que le contexte national était très favorable à la gauche. Donc il y a dans ces régions, notamment dans le sud de la France, une homogénéité politique, intellectuelle, voire idéologique, qui est quasi totale entre la base UMP et la base Front National. D'accord. Et donc à Villeneuve-sur-Lot, le contexte est quand même différent. Alors à Villeneuve-sur-Lot, c'était très différent puisque c'est un deuxième tour droite parlementaire Front National. Je dis droite européenne parce que droite parlementaire, ça me. Alors effectivement, désormais, c'est impropre. Où on peut reprendre la terminologie qui était en cours en 1981, où l'UDF et le RPR étaient qualifiés de centre droit et Jean-Marie Le Pen à l'époque de droite et non pas d'extrême droite. Lorsque je retrouvais dans les archives de l'INA un vieux journal télévisé où Jean-Marie Le Pen annonçait qu'il n'avait pas reçu suffisamment de signatures pour pouvoir se présenter, et le présentateur du journal télévisé dit il n'y aura pas de candidat de droite à l'élection présidentielle. Si ce n'est, et je crois que ça c'est une analyse qui est assez juste, je crois que face au RPR, il y avait une différence de degré avec le Front National et qu'aujourd'hui, clairement, il y a une différence de nature avec l'UMP, car nous sommes, il n'est plus question simplement de positionnement dans le degré, mais vraiment de positionnement divers, notamment sur l'Europe. Donc je crois que parler de droite européenne est plus juste. Et pas uniquement sur l'Europe d'ailleurs, puisque lors de cette élection de Villeneuve-sur-Lot, si on n'a pas assisté à un report massif et systématique du Parti socialiste vers le Front National, on a vu malgré tout certains électeurs de gauche au premier tour voter en toute conscience pour le Front National pour une raison très simple. Entre le Parti socialiste et l'UMP, il y a une différence qui est entre les attentes des électeurs socialistes, non pas des dirigeants, et le programme d'un candidat UMP. Il y a une différence qui est totale. Qui défend aujourd'hui les services publics en milieu rural? Qui défend aujourd'hui les agriculteurs qui sont menacés, qui sont des préoccupations de la majorité de l'électorat de gauche? C'était le candidat du Front National, ça n'était pas le candidat UMP. Donc le report socialiste vers le candidat Front National, il est rationnel, il est réfléchi, et c'est quelque chose qui aura vocation sans doute à se développer, notamment
notamment dans les départements populaires. On assiste déjà à des phénomènes de ce type dans les départements de Picardie. On peut assister à des phénomènes de ce type dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Et je pense que cette nouvelle grille de lecture adoptée par les électeurs est une des clés des scrutins de demain. Et Marion Maréchal, est-ce que dans votre département du Vaucluse, qui est un département très différent de du Lot-et-Garonne, puisque c'est un département très droitier Nicolas Sarkozy a eu des résultats très, très importants au deuxième tour des élections présidentielles, mais est-ce que vous constatez également cette fin de frontière idéologique et de tel report de la gauche vers le Front National, ou dans le Vaucluse c'est plutôt l'union des droites qui marche à fond? Alors ce qui est vrai, c'est que en réalité je crois que le Lot-et-Garonne, les enseignements qu'on peut tirer du Lot-et-Garonne sont presque plus intéressants que ceux qu'on peut tirer du Sud des dernières élections, parce que le Front National fasse des scores extrêmement importants dans le Sud, ça n'est pas nouveau en réalité. Aujourd'hui on va peut-être avoir une marge de progression 2, 3, 4%, qui d'ailleurs fera la différence probablement dans la majorité. Donc ça c'est intéressant, mais je veux dire, dans la sociologie politique c'est peut-être moins nouveau, alors que c'est vrai que le report de voix socialiste c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On avait pu assister par le passé à des reports de voix de l'extrême gauche, c'est vrai que c'était quelque chose qui est arrivé. L'électorat socialiste c'est tout à fait nouveau, en effet, parce que nous avons on va dire comblé la carence, non seulement de l'UMP mais aujourd'hui du Parti socialiste dans tout ce qui touche à l'attachement à un certain modèle social, comme vous dites, à la ruralité, la défense des services publics qui ont aujourd'hui été complètement abandonnés et qui ont laissé, on va dire, l'offre politique s'ouvrir complètement à nous et donc rejoindre cela. C'est vrai que dans le Vaucluse, il y a une attente forte, il faut bien l'admettre, d'union des droites. Il y a une culture droite-gauche extrêmement forte dans le Vaucluse, qui fait qu'on n'assiste pas de manière générale à des reports de voix de gauche vers nous. Il y a une porosité entre les électorats qui est d'autant plus vraie que la droite européenne dans le Vaucluse est celle de la tendance droite populaire, donc on va dire celle qui est le plus proche de nous idéologiquement. Donc c'est vrai que assez naturellement les électeurs appellent de leur vœu une union entre ces candidats qui a priori ont assez peu de différence. Le seul drame, c'est que nous considérons au Front National que pour beaucoup ces positionnements en réalité ne sont que des cautions, parce que le drame c'est que souvent que ce soit la droite populaire, la droite forte, c'est un épiphénomène dans le mouvement. Ce sont des tendances, des sensibilités qui ne comment dire, n'ont pas d'influence sur la politique menée par les partis, et donc de ce fait-là, à terme, ça n'a pas d'intérêt pour nous de faire élire des gens qui, à terme, de toute façon, ne pèsent pas dans leur mouvement, et d'ailleurs ne cherchent pas à peser. Regardez, la droite populaire n'a jamais présenté de candidat en interne lorsqu'il s'est agi d'élire un nouveau président au sein du mouvement. Et c'est cela que nous tâchons de dénoncer, même si évidemment il y a au sein de l'UMP et des élus locaux de l'UMP très certainement aussi des gens de qualité qui pour beaucoup d'ailleurs sont des bons maires, et avec qui là on peut éventuellement envisager une union d'hommes. En tout cas moi c'est ce que j'appelle de mes vœux. Vous êtes sur Radio Courtoisie. Et dans le libre journal de Paul-Marie Couteau, dirigé ce soir par Benjamin Blanchard, et nous recevons Marion Maréchal Le Pen et Étienne Lahire, et nous commentons le résultat des élections législatives à Villeneuve-sur-Lot. Mais dans le Vaucluse, notamment à Carpentras, comment voyez-vous comment se présentent les élections municipales? Très techniquement, vous aurez votre suppléant, aura-t-il face à lui, par exemple, une liste UMP? Alors c'est compliqué à vous dire, très certainement, mais c'est compliqué pour l'instant parce que je vous signale que le Parti socialiste là est en phase de passer sous tutelle de son mouvement au niveau de Paris. C'est le pugilat au sein de l'UMP parce que aujourd'hui est arrivée, on va dire, une nouvelle tête de file qui s'appelle Julien Aubert, qui tâche de prendre la place de Monsieur Ferrand, qui était donc qui est l'actuel secrétaire départemental. Donc, il veut dire qu'il y a des guerres d'ego extrêmement fortes, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, comme on a pu le constater. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas en ordre de marche. Il n'y a pas de liste définie. On ne sait pas qui va être tête de liste. Tout cela est extrêmement flou. La seule chose, c'est que, et c'est quelque chose d'intéressant, c'est que aujourd'hui, je crois que les électeurs sont en attente non seulement d'une alternative politique, mais aussi d'une alternative humaine. Et je crois que l'état de corruption généralisé de notre pays prouve qu'il y a, c'est le moment de changer la politique économique, monétaire, tout ce que vous voulez, mais aussi de changer le personnel politique. Et là où nous sommes d'une force, c'est que les fédérations, l'offre humaine politique de l'UMP comme du PS est vieillissante. Ce sont les mêmes à chaque fois que l'on recycle pour représenter aux mêmes élections. Et cela, les électeurs n'en veulent plus. Le syndrome Ferrand, d'ailleurs, a été assez révélateur de ce point de vue-là. Et le Front National amène, lui, de nouvelles personnalités avec toute la nouvelle génération des 18-25 ans qui vient au Front National et non pas à l'UMP. Et c'est sûrement en cela que nous ferons la différence. Peut-être le problème est que à l'UMP, lorsqu'il présente des nouvelles personnalités, comme votre voisin de circonscription, Julien Aubert,
on ne sait pas s'ils sont vraiment nouveaux, parce que quand on entend Julien Aubert, on a plutôt l'impression que ce sont les vieilles ficelles de la politique, et on pourrait presque le confondre avec Monsieur Ferrand. Oui, c'est un drôle de personnage, élu d'ailleurs dans de drôles de conditions, puisque suite au désistement suspect de notre candidate, qui a été aperçue quelques jours après, aux côtés de l'UMP d'ailleurs à Avignon, mais bon, ça c'est le hasard. Et alors, quels étaient les thèmes de campagne principaux? Je reviens un peu sur Villeneuve-sur-Lot, excusez-moi, puisque vous y êtes allé, d'Étienne Bousquet-Cassagne. Est-ce que ça pourrait permettre d'expliquer ces bons reports qu'il y a eu finalement de partout sur lui? Est-ce que assez clairement, oui, je crois qu'il a tapé juste. Comme le disait Marion Maréchal Le Pen, c'est un visage nouveau, sympathique, qu'il est difficile de considérer comme un néo-nazi ou comme un fasciste, qui ne fait pas peur. Qui a été d'une grande courtoisie avec son adversaire, ce qui n'a pas été le cas de Monsieur Coste, qui n'a pas brillé par ses fulgurances, notamment pendant l'entre-deux tours. Et il a parfaitement identifié le candidat Front National, la sociologie et les attentes de l'électorat de Villeneuve. On en parlait, ce sont des zones rurales, du périurbain, avec beaucoup de problèmes d'insécurité grandissante qui ne se concentrent plus aujourd'hui dans les grandes villes, mais qui explosent dans les zones de gendarmerie, notamment. Une explosion des cambriolages, une désertification rurale, l'abandon des services publics, l'agriculture qui est livrée à la libre concurrence. Voilà, toute cette thématique que le candidat Front National a parfaitement balayé pour obtenir un résultat, somme toute, très prometteur. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir qu'il n'y a pas tellement de différences de stratégie dans les thématiques en fonction des endroits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'électorat, on va dire traditionnellement de gauche socialiste, est également touché par tout ce qui touche à l'insécurité, à l'immigration. Même lorsqu'on développe des thématiques qui sont traditionnelles du Front National et qui pourraient paraître plus, on va dire, marquées à droite, aujourd'hui, même les gens traditionnellement de gauche sont aptes à entendre ce discours. Donc on va dire que dans la stratégie d'Étienne Bousquet-Cassagne, mais il vous en parlera mieux, je ne crois pas qu'il est particulièrement eu un discours, on va dire, de terrain axé à gauche. Et je crois que ce serait de toute façon une erreur, parce que les gens de gauche qui viennent à nous ne se considèrent plus comme de gauche. Ils ont passé un cap, donc ça n'est pas la peine d'aller se gauchiser pour les chercher, parce qu'aujourd'hui ils entendent notre discours, parce que de toute façon leur parti traditionnel ne répond plus à ce discours. Oui, alors ce que vous dites va plaire à Paul-Marie Coutot, qui est un fervent adepte de l'union des droites, et non pas d'aller chercher les électeurs de gauche en se ralliant à leur thématique, mais plutôt en les convainquant de la justesse de vos propos, etc. Alors moi, l'union des droites en soi, je suis un peu plus sceptique. Je crois en revanche, et ça c'est une réalité, que l'immense majorité de notre marge de manœuvre est à droite. Je pense également qu'on peut récupérer une partie de l'électorat de gauche, mais qu'on va dire la différence va se faire à droite. Pour autant, l'union des droites en cela, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ça voudrait dire union avec l'UMP, et très honnêtement, une union, on va dire, officielle avec l'UMP, c'est quand même d'une manière cautionner leur bilan. Ou alors ça peut plutôt s'entendre comme des ralliements de gens qui finalement ne sont vraiment plus d'accord. En revanche, voilà, une union d'hommes évidemment serait probablement beaucoup plus judicieuse. Je crois qu'il est important également de souligner que les électeurs de gauche, les électeurs de gauche à Villeneuve, mais dans le reste de la France, se sentent abandonnés. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui, disons les choses comme elles sont, n'est pas socialiste, qui est social-libéral, qui est social-européiste. Et nous avons la caution Montebourg. Alors Arnaud Montebourg, c'est l'histrion vibrionnant du gouvernement. C'est le grand diseux. C'est ce que vaut la droite pop à l'UMP. Mais c'est un petit peu ça. C'est exactement. C'est une caution, un alibi intellectuel et politique. C'est un gouvernement qui parle comme Montebourg, mais qui gouverne comme Moscovici. À l'UMP, vous avez les coups de gueule souvent très pertinents de Thierry Mariani, mais vous avez à côté le discours sirupeux d'un Bruno Le Maire, qui est celui qui finalement imprime la ligne politique qu'adopte l'UMP au pouvoir. Et donc si le Front National a une marge de manœuvre à droite, c'est effectivement sur les aspects traditionnels liés à l'immigration, à la sécurité, également par rapport à l'Europe, puisqu'aujourd'hui la grande majorité de l'électorat classique de l'UMP ne croit plus à l'Union européenne. L'électorat UMP a compris que l'Union européenne était une arnaque.
Mais en revanche, à mon sens, sur les thèmes économiques et sociaux, le message qui a été développé par les électeurs de Villeneuve-sur-Lot n'est pas celui d'une condamnation de la politique entre guillemets socialiste. Et les électorats condamnaient la politique excessivement social-libérale et tiède du gouvernement Ayrault. Alors Marion Maréchal Le Pen, je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie sont très heureux de vous entendre au micro de Radio Courtoisie. Donc nous avons beaucoup de messages, malheureusement nous ne pouvons pas tous les lire. Yves, vous allez nous en lire quelques-uns. Au moins deux. Marion Maréchal, un auditeur de Radio Courtoisie qui nous dit la chose suivante: il y avait, dites-vous, une différence de degré entre le Front National et le RPR. Pour autant, cela n'a pas empêché le RPR avec les centristes d'organiser le regroupement familial. Et un autre auditeur qui nous dit ceci: si l'on désire travailler dans votre équipe, à qui devons-nous nous adresser? On cherche un contact pour obtenir une information précise. Remerciements. Et une auditrice qui nous dit: nous comptons beaucoup ce soir sur l'intervention et les propos de Marion Maréchal Le Pen. Et beaucoup d'autres messages encore. Je crois que vous ne laissez pas les auditeurs de Radio Courtoisie indifférents. Et puis je vous en lis un dernier d'un auditeur qui salue votre intervention lors de la manifestation de soutien à Nicolas à Paris dimanche soir. Plus que jamais, cet auditeur souhaite l'union des droites avec toutes les forces de droite qui refusent la dictature socialiste en place. Et puis il ajoute: on le voit tous les soirs avec les veilleurs, les CRS se ridiculisent. Combien de temps ce cirque va-t-il durer avant que les Français ne disent stop? Marion Maréchal, voulez-vous réagir à je crois qu'ils sont. Alors pour les renseignements, je vais faire un peu de publicité, mais je vous invite à aller sur mon site marionlepen.fr où il y a toutes les coordonnées pour me contacter directement ou mes collaborateurs. Malheureusement, mon équipe est au complet pour ce qui est de l'équipe salariée. En revanche, si vous avez du temps bénévole éventuellement dans la fédération, je suis preneuse. Je crois que les bénévoles, on en a toujours besoin. Absolument, et les stagiaires également. Mais écoutez, non, je suis touchée par ces messages. Après, concernant la manifestation, c'est vrai que c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi parce que je dois dire que j'ai été extrêmement choquée par l'affaire de Nicolas et qu'aujourd'hui, ça n'est presque plus une question de droite-gauche, parce qu'il est vraiment véritablement aujourd'hui question d'atteinte à la justice, à la démocratie, et je crois que ce sont des sujets qui sont profondément transpartisans. Et donc là, tout le monde doit se mobiliser. D'ailleurs, même malgré nos divergences, peut-être parfois à droite sur les sujets économiques, je crois que ce genre de sujet-là et ce genre de comportement de la part du gouvernement arrive à pour une fois nous entendre sur l'essentiel. Et je crois que ça a été l'un des apports majeurs suite aux erreurs du gouvernement. Et ça, c'est peut-être finalement leurs erreurs qui permettront de faire naître l'espoir et justement de permettre aux Français de dire stop. Et au niveau du regroupement familial, je me permets de vous relancer. Oui, bien sûr. Mais quand je dis une différence de degré, en l'occurrence, je considérais que justement le Front National était plus dur que le RPR, mais ça c'est pas nouveau. Que la droite a toujours été la plus hypocrite. Le plus hypocrite du monde. On sait bien en effet que ce soit le regroupement familial, mais regardez, Nicolas Sarkozy est un exemple flagrant. Nicolas Sarkozy, plus d'immigration que ce Jospin. Donc c'est vrai qu'ils ont le verbe dur régulièrement et la main molle, et c'est d'ailleurs le grand reproche que leur fait. C'est souvent pour 200 000 cela. 200 000 entrées par an. Absolument, c'est souvent parce que d'ailleurs la droite ne fait pas de politique de droite, qu'elle est d'ailleurs systématiquement sanctionnée et qu'on voit apparaître l'alternance, qui d'ailleurs de manière générale est systématiquement sanctionnée dans les 6 mois, parce qu'en fait ce que veut la France, c'est une politique de droite en réalité. Et comment se passe à l'Assemblée nationale, parce que je pense que ça intéressera nos auditeurs, vos rapports avec les députés UMP. Est-ce que vous aviez dit dans un journal qu'ils étaient assez cordiaux, etc. Oui, mais c'est le cas. C'est le cas. D'ailleurs, ce n'est pas forcément le propre de l'UMP. Il y a aussi des gens courtois au Parti socialiste, même si je dois dire que c'est quand même moins régulier. Non, dans l'ensemble, vous savez, il y a toujours les comportements de couloir et les comportements de caméra. Et je dois dire que dans les comportements de couloir, j'ai régulièrement des petits mots doux à l'oreille qui m'expliquent qu'ils sont tout à fait d'accord avec moi, mais que vous comprenez, ils peuvent pas m'applaudir parce que c'est quand même compliqué. Donc je crois que la vérité, c'est que en fait, ils sont d'accord avec nous, mais qu'ils sont tenus. Certains. Beaucoup. Vraiment beaucoup, je pense, sur énormément de thèmes, et qu'ils sont tenus par leur discipline de parti et leur investiture. Que voulez-vous, on en est là. D'accord. Alors je crois que nous avons le candidat du Front National à Villeneuve-sur-Lot au téléphone, Étienne Bousquet-Cassagne. Mais avant, je dois vous remercier d'être venu, Marion Maréchal, puisque vous devez nous quitter. Merci à vous, Benjamin Blanchard. À bientôt dans ce studio. Avec plaisir.
Et donc, nous avons Étienne Bousquet-Cassagne au téléphone. Bonsoir, Étienne Bousquet-Cassagne. Donc, je vous remercie d'être de nouveau à l'antenne de Radio Courtoisie, du Libre Journal de la Nuit de Paul-Marie Couteau. Et bravo pour votre bon résultat dimanche dernier, même si on aurait bien sûr aimé encore mieux, mais c'est un bon début pour une première, puisque vous me confirmez que c'était votre première candidature. Non, j'avais déjà été candidat au cantonal en 2011 sur le canton de Tonneins. Qui est situé dans cette circonscription ou qui est dans la deuxième circonscription de Lot-et-Garonne. D'accord, donc dans cette circonscription, c'était votre première candidature. Cette fois-ci, c'est ma première candidature par contre, oui, tout à fait. D'accord, et alors tout à l'heure avec Étienne Lahire qui a analysé en détail le résultat de dimanche, on se posait la question, est-ce que vous comptez vous implanter durablement dans cette circonscription, parce que c'est un résultat prometteur et il faut sûrement le cultiver pour qu'il s'améliore encore et qu'il dépasse les 50% la prochaine fois. Oui, alors une chose est sûre, c'est que je serai candidat au municipal dans une des grandes villes de Lot-et-Garonne. Par contre, le choix n'est pas encore arrêté et je m'en remettrai à la commission d'investiture du Front National et nous verrons là où je serai le plus utile pour porter nos idées au municipal. Alors peut-être Villeneuve-sur-Lot, peut-être Tonneins, peut-être ailleurs. Parce que quels ont été les résultats à Villeneuve-sur-Lot, ville, dans la commune de Villeneuve? Alors ils ont été meilleurs que sur l'ensemble de la circonscription, puisque j'approche les 49% et mon adversaire 51%, alors que sur la circonscription, je fais 46,5% et mon adversaire 53,5%. D'accord, et Villeneuve-sur-Lot est une ville actuellement détenue par la gauche, c'est bien ça? C'était la ville dont Jérôme Cahuzac était le maire. Vous êtes sur Radio Courtoisie. D'accord. Et Étienne Lahire, alors puisque nous avons Étienne Bousquet-Cassagne au téléphone, est-ce que vous voulez réagir sur ces propos, notamment concernant les résultats dans les grosses communes de la circonscription? Oui, écoutez, d'abord, je souhaiterais le féliciter pour cet excellent résultat et je ne saurais trop lui conseiller de perpétuer son engagement à Villeneuve-sur-Lot, qui lui a donné un résultat historique pour le Front National dans cette ville. Et c'est certes une défaite politique, mais c'est un combat dont il est sorti politiquement et moralement grandi. Et je pense qu'il a tout intérêt à solliciter une investiture sur Villeneuve pour les prochaines élections municipales. Oui, alors l'investiture a été donnée à Catherine Martin il y a quelques mois. Donc maintenant, il va falloir voir quelle sera la meilleure stratégie pour faire perdurer ce bon résultat. Et donc je m'en remets aux instances du Front National qui seront aptes à en juger. Et alors vous parliez de résultats jamais atteints à Villeneuve-sur-Lot par le Front National, mais est-ce qu'il y avait déjà eu des bons résultats? Parce que ça peut être une question. Est-ce que c'est passé d'un coup de 10% à presque 50%, ou est-ce qu'il y a une progression continue, hormis 2007 où il y a eu un trou d'air? Oui, c'est quand même une circonscription qui est assez favorable au Front National. Alors c'est pas la plus favorable des 3 circonscriptions de Lot-et-Garonne, mais c'est vrai que nous y avons toujours réalisé des scores entre 20 et 40% au cantonal, même sur le canton sud de Villeneuve-sur-Lot, notre candidate avait fait 40% au second tour en 2011, avec une participation moindre, il faut bien le dire. Mais c'est vrai que 46,5%, non, ça par contre, c'était jamais arrivé. C'est une première. Est-ce que dans votre campagne d'entre-deux tours, vous avez eu des témoignages d'électeurs de gauche du premier tour qui ont affirmé leur volonté de voter pour vous? Alors il y en a eu, mais je crois que c'est assez marginal et ça représentait pas grand-chose. Je pense que les 7000 électeurs que nous avons eu en plus par rapport au premier tour sont pour beaucoup des abstentionnistes du premier tour qui se sont mobilisés au second, voyant le candidat du Front National arrive au second tour. Et je pense qu'il y a même eu des électeurs qui ont pu voter UMP au premier tour, faisant une espèce de vote utile en se disant attention, si jamais il y a une triangulaire, ça fera passer la gauche, etc. Donc qui ont pu voter utile au premier tour et voyant un duel UMP-FN se sont dit on va donner un 3e député au Front National, c'est bien normal puisqu'avec 6,5 millions d'électeurs, il n'y en a que 2, c'est une anomalie démocratique. Donc je pense que ça par contre ça a pu arriver. Après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bulletins blancs et nuls, il y en a eu plus de 4000, ce qui représentait quand même 14%, ce qui est énorme. Donc je pense que les électeurs de gauche se sont beaucoup plus réfugiés dans le vote blanc que dans le vote Front National ou même UMP. Et quels ont été vos grands thèmes de campagne? Est-ce que vous avez uniquement tapé sur Jérôme Cahuzac et la corruption de la majorité actuelle? Jérôme Cahuzac, d'ailleurs, nous pouvons préciser qu'il était auditionné cet après-midi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et il a brillé
par son silence, puisque la plupart des questions, dès que les questions étaient un petit peu gênantes, il répondait je ne peux pas répondre. Voilà, c'était donc je ne sais pas ce que donnera cette commission d'enquête, mais c'était assez surprenant à regarder et à écouter, puisque nous avions nous étions conduits par Charles Amédée de Courson, qui est un habitué du studio de Radio Courtoisie que les auditeurs connaissent bien, et qui lui posait des questions très très pertinentes, et je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question. Alors donc est-ce que vous avez beaucoup insisté là-dessus, ou est-ce que vous avez mis en avant des thématiques autres? Non, c'est vrai qu'on n'a pas trop insisté sur l'affaire Cahuzac, parce qu'ici ça avait été très commenté déjà en amont, et tout le monde s'était fait un petit peu son opinion. Alors il faut savoir qu'il garde ici une aura assez certaine, et donc je pense pas que ça ait tant mobilisé les électeurs que ça. Je crois que c'est surtout le climat politique général qui est complètement délétère, et ce gouvernement incompétent. Voilà, là les électeurs attendaient des réponses concrètes, tant en termes de pouvoir d'achat, de retraite. On a vu beaucoup de retraités qui d'habitude ne sont pas très favorables aux idées du Front National, il faut bien le dire, ils votent plutôt pour les partis traditionnels que peuvent être l'UMP ou le PS. Et là, nous dire clairement, bon, mais voilà, c'est la première fois, je vais voter Front National parce que on a voté Hollande en 2012, on s'attendait à un changement par rapport à Sarkozy, on a vu qu'il n'y a pas de changement. Alors après avoir essayé la droite, après avoir essayé la gauche, bon, ben on essaye la troisième force politique de ce pays, et c'est le Front National qui lui seul peut incarner un véritable changement. Alors il y avait ces thématiques-là, il y avait aussi les thématiques de l'insécurité, parce que Villeneuve est une ville où la pression migratoire se fait sentir de manière considérable et se développe énormément, et ce qui entraîne de graves problèmes d'insécurité pour une petite sous-préfecture de 25 000 habitants. Les gens ne se sentent absolument plus en sécurité, ce qui fait que les gens qui habitent Villeneuve-sur-Lot ont voté massivement Front National, mais également parce que c'est une circonscription qui est très étendue, il y a 14 cantons, il y a des cantons très ruraux qui ont voté aussi, et d'ailleurs où on est en tête, c'est sur certains cantons où on dépasse les 50%, qui ont voté donc Front National, voilà, parce qu'ils savent que nous sommes les mieux à même de régler. Et dans ces cantons ruraux, est-ce que vous arriviez à toucher, vous avez réussi à toucher également l'électorat agricole, puisqu'on sait que les agriculteurs sont quand même très captifs notamment de l'UMP, puisque les fédérations agricoles sont quand même proches de l'UMP, et on a constaté dans le passé que le Front National avait beaucoup de mal, même si sur le fond les électeurs étaient plutôt d'accord avec le discours du Front National, mais on avait du mal à leur faire franchir le pas de changer de candidat. Non, alors c'est vrai qu'ici, il y a une petite particularité locale qu'il faut souligner, c'est que la Chambre d'agriculture est gérée par la coordination rurale. C'est une des 3 chambres en France qui a cette particularité-là. Ailleurs, c'est partout, c'est FNSEA à fond. Ici, c'est CR. Et la CR a des propositions qui sont très proches du Front National au niveau de la réglementation, au niveau de la création des lacs collinaires, au niveau de tout le carcan européiste et des quotas d'importation, etc. Ce qui fait que traditionnellement, c'est vrai que l'électorat rural et agricole ici se reporte souvent sur le Front National, d'autant plus que mon père préside la Chambre d'agriculture. Donc je pense que son nom et le fait qu'il ait été élu en février dernier a pu peser considérablement sur l'électorat agricole. D'ailleurs, j'en ai eu la preuve lorsque j'ai été au marché aux bestiaux de Sainte-Livrade-sur-Lot. Alors je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît, mais c'était donc il y avait une grande manifestation agricole, et les gens étaient très très favorables, et j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement et de soutien. Donc ce qui prouve bien aussi que le vote Front National n'est pas un vote de protestation ou de rejet, mais bien au contraire, c'est un vote d'adhésion, parce que beaucoup de personnes que j'ai croisées souhaitaient que je sois élu, si vous voulez. Donc ce qui prouve bien qu'on représentait vraiment un espoir, et pour beaucoup de gens ici en Lot-et-Garonne. Étienne Lahire, non, vous n'avez pas d'observation. Écoutez, Étienne Bousquet-Cassagne, je vous remercie vivement de nous avoir bien voulu nous consacrer ces quelques minutes. On vous souhaite de bien travailler votre circonscription, de continuer à le combat continue. Voilà, à vous implanter, et puis avec peut-être un succès encore plus important, avec peut-être une élection au bout lors des prochaines échéances, puisqu'il y a les élections municipales l'an prochain, et puis il y en aura d'autres ensuite. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Paul-Marie Couteau, dirigé ce soir par Benjamin Blanchard. Et je reçois Étienne Lahire. Nous parlons des élections législatives, de l'élection législative de Villeneuve-sur-Lot et de l'évolution du vote Front National. Alors je voudrais élargir un tout petit peu le sujet au niveau de la France, puisque est-ce que cette élection législative partielle est vraiment représentative d'une évolution du vote Front National, ou est-ce qu'il faudrait pas plutôt, ou est-ce qu'elle contredit l'élection législative générale de juin 2012, ou est-ce que c'est dans la droite ligne, Étienne Lahire? Écoutez, elle est d'abord représentative de l'état de l'impopularité du gouvernement socialiste, puisque ça a été suffisamment répété par les médias. 8 élections législatives partielles ont eu lieu depuis les élections générales de juin 2012. Ces 8 élections ont été perdues, et largement perdues, par le Parti socialiste. C'est l'une des premières fois dans l'histoire de la Ve République où les résultats des élections partielles sont aussi homogènes. On avait eu ce phénomène, par exemple, lors de l'élection de Jacques Chirac en 95. Toutes les élections qui s'étaient déroulées entre 95 et 97 avaient vu la défaite des candidats RPR et UDF, ce qui n'avait pas empêché Jacques Chirac, avec l'habileté politique qu'on lui connaît, de dissoudre l'Assemblée nationale. S'agissant du vote Front National, ce qui avait un peu moins de conséquences strictement parlementaires, puisqu'à l'époque la majorité UDF-RPR était écrasante, une chambre introuvable avec presque 470 députés. Absolument. Tandis que là, la majorité absolue strictement socialiste se réduit comme peau de chagrin. 2 sièges de députés. Et même la majorité globale est d'une 80 sièges. Absolument. Ce qui n'est pas énorme. Et bien sûr, ça ne peut pas être remis en cause par des élections partielles, mais comme la majorité tangue entre ces différentes composantes, on voit que de nombreux textes ont de plus en plus de mal à être adoptés à l'Assemblée nationale et au Sénat encore plus. Tout à fait, sachant que il y a un siège qui est vraiment menacé, c'est celui de Madame Andrieux qui a été condamnée à Marseille. Si Madame Andrieux venait à démissionner, le candidat du Front National aurait de grandes chances d'être élu. Donc, mais elle ne semble pas du tout en avoir l'intention. Très étonnamment, Madame Andrieux a fait appel et attend un jugement définitif. Bon, je crois que on a peu de doutes sur la nature du jugement définitif, mais tant que celui-ci n'a pas été rendu, Madame Andrieux reste députée. D'accord. Vous écoutez Radio Courtoisie. Étienne Lahire, vous avez analysé également la progression du vote communautaire en France. Et c'est très intéressant puisque si on étudie le vote Front National et le vote droite parlementaire sur une trentaine d'années, on constate une évolution qui révèle bien des choses en fait. Absolument. Absolument. C'est le cas par exemple, je m'étais livré à une étude assez poussée du département de Seine-Saint-Denis, qui était un département qui est traditionnellement de gauche, traditionnellement communiste bien sûr, mais dans lequel le RPR avait dans les années 80 un certain nombre de bastions et un certain nombre de fiefs. Et ceux-ci tendent à se réduire comme peau de chagrin. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le vote des Français de papier, des Français naturalisés, devient aujourd'hui prépondérant. Et si on observe par exemple l'évolution du score du candidat de l'UMP entre 1995 et 2012, en Seine-Saint-Denis à l'élection présidentielle, on se rend compte qu'il perd en moyenne 1 point par an. Entre 95 et 2012, alors que Jacques Chirac parvenait à autour de 50%, Nicolas Sarkozy arrive à peine à 35%. Donc il y a vraiment une chute libre de l'UMP en Seine-Saint-Denis, mais également dans les villes de proche banlieue. Citons par exemple Vaux-en-Velin dans le Rhône ou Clichy-sous-Bois. C'est frappant qui est l'exemple le plus typique. Marine Le Pen a perdu 40% en 2012 par rapport à son père, à Jean-Marie Le Pen en 95. Et le candidat de la droite parlementaire ou européenne, selon le terme de Marion Maréchal Le Pen, a perdu également presque 40%. Absolument. Ça n'est évidemment pas l'électorat de Clichy-sous-Bois qui a changé d'opinion. Cet électorat a changé. C'est-à-dire que les gens qui habitaient Clichy en 1995 ont, comme bien d'autres banlieusards, quitté cette ville qui était devenue invivable. Ils ont été remplacés par une population haute qui vote de manière parfaitement homogène en faveur des candidats de gauche.
Et alors dans votre étude, vous avancez les chiffres de Michel Tribala, donc la démographe, et donc on rejoint Clichy-sous-Bois, puisqu'on voit selon Michel Tribala, en 1968, il y avait 22% de jeunes de 0 à 17 ans d'origine étrangère à Clichy-sous-Bois, et on les retrouve en 2005 ils sont 77%. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que depuis 1982, donc l'époque où le Front National a commencé à éclore, en 84 c'est Dreux, c'est le coup d'éclat de Dreux, on est passé de 42% à 77%. Effectivement, et encore le chiffre de 77% date de 2005, d'il y a 8 ans. On imagine, au vu de la dynamique démographique de cette population, qu'il est aujourd'hui proche de 85 voire de 90%. Donc, ce qui veut dire que ce sont électoralement des territoires qui sont devenus ingagnables pour les candidats du Front National, mais également de la droite parlementaire. Je citerai l'exemple de Montfermeil, qui est assez réputé. Montfermeil est dirigé par Xavier Lemoyne, qui est quelqu'un que les auditeurs connaissent et qui a des positions tranchées et parfaitement respectables et patriotes. Les musulmans de Montfermeil ont indiqué à Monsieur Lemoyne qu'en 2014, il serait probablement réélu, mais que ce serait la dernière fois. Parce que la prochaine fois, lors de la prochaine échéance municipale en 2020, le nombre de musulmans à Montfermeil serait tel que Xavier Lemoyne ne pourrait plus être réélu. Donc la seule opposition finalement réelle qu'il y a par exemple à Montfermeil, ce serait une opposition ethnique. Absolument. Absolument. Et le maire élu par ces musulmans ne serait ni de gauche ni de droite, mais serait simplement un jouet entre les mains d'une communauté religieuse. Et alors les électeurs de droite du Front National qui étaient présents avant ce remplacement de population, est-ce que ce sont les mêmes que l'on retrouve dans les nouvelles zones dans lesquelles le Front National progresse? Absolument. C'est l'analyse qu'en fait le géographe Jean-Christophe Guilluy dans Fracture française. Vous aviez au début un électorat du Front National qui était fort dans les grandes villes, puis qui est devenu fort dans les banlieues proches. Et depuis le début des années 90, les zones de force du Front National évoluent. Le front est en chute libre dans les centres-villes et dans les banlieues proches. Et en expansion croissante dans les zones périurbaines. Ça, on l'avait déjà constaté lors de l'élection présidentielle de 2002. Mais la vraie nouveauté dans l'élection présidentielle de 2012, c'est la progression du vote de Marine Le Pen dans les zones rurales et notamment dans la France de l'Ouest. Je cite toujours l'exemple de la Creuse. La Creuse, c'est une terre de mission pour le Front National qui n'a jamais réussi. Marine Le Pen parvient pour tous les candidats de droite ou de centre droit. Pour la majorité des candidats de droite, Jean-Marie Le Pen réalisait des scores autour de 7-8% dans la Creuse. Marine Le Pen, cette fois-ci, obtient un score de 16%, à 2 points de sa moyenne nationale. C'est l'élément foncièrement nouveau de la dernière élection présidentielle. Vous êtes sur Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de la nuit de Paul-Marie Couteau, dirigé ce soir par Benjamin Blanchard, qui reçoit Étienne Lahire. Après avoir reçu Marion Maréchal Le Pen en première partie de l'émission également. Oui, donc en fait, ce que vous disiez est très intéressant, Étienne Lahire. On peut quand même mettre comme exception les zones traditionnelles du Front National, les zones géographiques où globalement le vote est resté constant, voire progresse encore, comme notamment le Sud-Est, où il y avait un vote fort et qui reste fort, y compris dans les villes. Il reste fort, mais souvent il plafonne. Le Front National à Marseille ne retrouve pas ses scores de 1988, par exemple. Mais Marseille est un cas de grande ville qui est absolument marqué par des phénomènes migratoires bien plus forts que les grandes villes du reste de la France, puisqu'il n'y a pas de cité en dehors de Marseille. Les cités sont à l'intérieur de Marseille, ce qui en fait un cas particulier. Mais à Nice, à Toulon par exemple, le vote Front National est fort, mais il ne progresse que très peu, voire régresse légèrement dans certaines villes. Ce qui n'est pas le cas du Vaucluse dont est l'élu Marion Maréchal Le Pen, où là nous avons un électorat qui se radicalise, qui voit que le Front National au pouvoir, contrairement
à ce que les médias disent, Jacques Bompard n'est plus au Front National, mais il a été élu sur l'étiquette Front National. Mais en tout cas, il représente toujours la droite nationale, la droite de conviction. Absolument. Réélu en 2001, en 2008 dès le premier tour, son épouse a gagné la mairie de Bolène, donc les électeurs voient la réussite par la preuve. Et c'est ce qui explique, à mon sens, la résistance et la progression du Front National et de la droite nationale dans le Vaucluse. D'accord. Et élu, on pourrait ajouter, élu en 2012 à la députation, avec très bien élu, puisqu'il a réuni plus de 58%. Avec un score canon au deuxième tour, qui lui a permis de réunir la quasi-totalité des voix de droite obtenues par les différents candidats, UMP, Divers Droite et Front National, éliminés au premier tour, et qui se sont reportés à hauteur de 90% de leurs électeurs sur Jacques Bompard. Mais si je me souviens bien du second tour des élections législatives de 2012, une chose m'avait frappé quand même en comparant avec celle de 1995 et surtout celle de 2002. C'est quand même l'excellent report dans le sud-est et notamment dans le Var au second tour en faveur des candidats Front National, alors même que nous étions dans des duels la plupart du temps. Puisque lors des précédentes élections, lorsque les candidats Front National frôlaient la victoire, c'était souvent lors de triangulaires. Et là, cette fois, on a eu des duels où dans le Var, les candidats Front National, même contre des candidats UMP, atteignaient 49%. Absolument. On avait déjà assisté à ce phénomène lors des cantonales de 2011, avec des scores remarquables du Front National, notamment à Cagnes-sur-Mer, où je crois que les deux candidats avaient obtenu 48 et 49%. Ça a été le cas en 2012 lors des élections législatives, où vous avez un électorat qui, souvent, dans les départements du Sud, s'exprime contre les caciques locaux au deuxième tour. Ces caciques locaux, il y a un électorat captif et souvent clientélisé, ne font pas l'unanimité, et bien souvent, des électeurs de gauche, divers droite, abstentionnistes du premier tour, votent en faveur des candidats du Front National au deuxième tour contre les caciques en place. Effectivement. D'accord. Alors nous avons maintenant au téléphone monsieur Guillaume Bernard. Guillaume Bernard, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'ICES. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir. Je crois que vous êtes également un habitué du micro de Radio Courtoisie. C'est vrai, je dois m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir, mais les obligations professionnelles font que je ne suis pas à Paris. Voilà. En tout cas, nous vous remercions d'être quand même présent par téléphone. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu notre conversation jusqu'à présent, mais je crois que vous avez été également très intéressé par le résultat de l'élection législative partielle de Villeneuve-sur-Lot. Oui, c'est vrai. C'est une élection qui a attiré évidemment l'intérêt des différents commentateurs politiques. Et il est certain que c'est une élection qui a été intéressante non seulement pour le premier tour, puisque on a pu constater que dans la circonscription qui avait élu Jérôme Cahuzac il y a un an, le Front National était le seul parti qui avait progressé en juin 2013 par rapport à juin 2012. Mais peut-être que le résultat du second tour est encore plus intéressant, et en particulier quand on le met en comparaison avec la législative partielle de l'Oise à Beauvais, parce que ce sont deux circonscriptions différentes. L'une est plutôt à droite, c'est celle de l'Oise, c'est le candidat sortant UMP qui a été réélu d'ailleurs, et de l'autre côté, dans le Lot-et-Garonne, c'était une circonscription plutôt marquée à gauche. Oui, mais une circonscription qui changeait en fait à chaque élection, qui suivait la majorité, puisqu'en 93 c'était un député de droite, en 88 un député de gauche, en 93 un député de droite, en 97 un député Jérôme Cahuzac d'ailleurs je crois, puis en 2002 la droite gagne et Jérôme Cahuzac est redevenu député en 2007 lorsque la majorité UMP s'est un peu érodée. Voilà. Mais ça n'empêche que deux fois de suite, pour ce qui était les deux derniers scrutins, c'était le PS qui était passé. Ce qui est quand même intéressant, c'est de constater que, et c'est peut-être là l'une des nouveautés sur lesquelles les politologues vont devoir se pencher, c'est de constater que, contrairement à ce qui se passait auparavant, le Front National restait scotché
grosso modo lors du second tour à son score du premier tour. Là, on voit une progression dans les deux cas, dans le Lot-et-Garonne et dans l'Oise, une progression d'environ 20 points, et là, c'est véritablement une nouveauté. Alors, il y a bien sûr le fait que Alors, je vois Étienne Lahire qui n'est pas d'accord avec vous, Guillaume Bernard. Ah bon, oui, non, je nuancerai un petit peu votre propos, puisqu'en 1989, lors de l'élection partielle de Dreux, Marie-France Thierbois avait très largement battu un candidat RPR, en même temps qu'une élection partielle, une cantonale partielle à Salon-de-Provence, où le candidat Front National avait également devancé un candidat RPR. Donc ce n'est pas un phénomène si nouveau. C'est pas un phénomène si nouveau. On verra si effectivement il va se confirmer. C'est là l'une des questions qui est importante. Mais enfin, jusqu'à présent, avec un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, le Front National n'avait pas réussi à avoir véritablement beaucoup d'élus. On verra s'il y arrive pour les prochaines élections, mais tout de même, ce sont des cas particuliers qui ne sont quand même pas systématiques. Il me semble tout de même qu'il y a un phénomène qui pourrait prendre de l'amplification, et s'il prend de l'amplification, et s'il se renouvelle aux prochaines élections, lors de prochaines élections, eh bien, apparaîtra, me semble-t-il, comme étant tout de même un peu plus nouveau que ce qui était uniquement des cas d'espèce auparavant. Alors, ce qui est intéressant, peut-être, me semble-t-il, c'est d'essayer de se projeter sur sur les prochaines élections, et de se rendre compte, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'évoquer au cours de votre émission, mais c'est que le mode de scrutin jusqu'à présent était, me semble-t-il, plutôt défavorable pour ce qui était pour le Front National. Or, avec les municipales, à partir du moment où le Front National est capable, entre le premier et le deuxième tour, de gagner des voix, donc de progresser, ça signifie qu'il a une réserve de voix, ça signifie que donc il est dans la capacité théorique, et pas évidemment partout en France, mais dans un certain nombre de cas, c'est envisageable, de pouvoir arriver en tête au second tour. Vous savez que le mode de scrutin pour les municipales est un mode de scrutin dit mixte, avec une prime majoritaire, c'est-à-dire que celui qui gagne l'élection municipale, c'est celui qui arrive en tête au second tour, même s'il n'atteint pas la barre des 50%. Donc, dans une élection cantonale, dans une élection législative, il faut passer la barre des 50%, et donc il y a encore un réflexe contre le Front National d'un certain nombre d'électeurs, pas de tous, on le voit, puisque ils progressent entre le premier et le second tour, qui peuvent l'empêcher, un réflexe qui peuvent l'empêcher, ou plutôt des réflexes qui peuvent l'empêcher de passer la barre des 50%. Pour ce qui est des municipales, on peut envisager que le Front National gagne un certain nombre de mairies, parce qu'il ne suffit pas. Enfin, il n'y a pas besoin d'atteindre les 50% pour pouvoir gagner l'élection, mais simplement d'arriver en tête. Il me semble que là, pour le coup, le mode de scrutin mixte avec prime majoritaire pourrait permettre l'année prochaine au Front National de remporter un certain nombre de mairies. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ce serait non pas une nouveauté, parce que je sais bien, le Front National dans les années 90 a gagné un certain nombre de municipalités. Le souvenir d'ailleurs d'un certain nombre de personnes n'est pas forcément, je dirais, absolument exubérant, mais et pourtant le bilan était tout à fait honorable, si ce n'est plus, comme l'a d'ailleurs montré une étude de Polémia. Et puisque même la mairie de Toulon, qui avait été fort décriée, finalement assez injustement, parce que si vous vous souvenez bien, c'est des conditions politiques très difficiles, puisque la majorité avait éclaté politiquement à cause des querelles internes au Front National, mais finalement Jean-Marie Le Chevalier et son équipe avaient réussi à assainir la situation financière. Alors on ressort toujours une histoire d'attribution de marché public, mais finalement il n'y a qu'une histoire d'attribution de marché public dans toute la mandature Le Chevalier, comparé aux casseroles énormes que traînaient les municipalités précédentes. Je crois que Toulon est la seule municipalité où le maire n'avait pas été réélu, puisque tant à Orange qu'à Marignane qu'à Vitrolles, en 2001, les 3 maires Front National avaient été réélus. Bon, moi je ne me prononcerai pas sur la question de la gestion. Ce que je peux dire simplement, c'est que il n'y a pas nécessairement, je dirais, des scores par la suite à d'autres élections qui pourraient justifier qu'il y ait une appétence absolue dans ces villes pour, je dirais, avoir des élus Front National. En revanche, ce qui est certain, c'est que ce qui est plus intéressant, c'est de voir que la géographie électorale du Front National ayant un petit peu varié, l'une de ses faiblesses qui apparaît auprès, je dirais, des électeurs, auprès de l'opinion publique de manière générale, c'est
disons pour dire les choses de façon simple, son manque de cadre, ce manque de cadre-là pourrait ne plus lui être véritablement, je dirais, un véritable handicap pour les prochaines élections parce que sa géographie électorale a quelque peu varié. C'est-à-dire que mais c'est bientôt le problème, en fait. avait... On va voir lors de ces élections municipales si le Front National réussit vraiment à implanter des candidats, accepte cette implantation, et c'était ce dont nous parlions un petit peu avec Marion Maréchal Le Pen dans le Vaucluse. Et c'est d'ailleurs, on a posé la question. C'est un des enjeux, évidemment, c'est un des enjeux. Ce que je voulais juste évoquer, c'est le fait que jusqu'à présent, on avait plutôt un vote Front National qui était susceptible d'être assez important dans des grandes métropoles, et que l'on voit depuis un certain nombre de temps plutôt un vote qui se développe. Ça ne veut pas dire qu'il disparaisse ailleurs, mais c'est vrai qu'il s'épuise quelque peu ailleurs, mais un vote qui se développe plutôt dans les villes moyennes et dans les petites villes. Villes dans lesquelles un certain nombre de candidats pourraient apparaître comme étant beaucoup plus crédibles que pour gérer de grandes métropoles. Et donc là aussi, c'est un élément qui relativise ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait qu'il puisse y avoir, à tort ou à raison, mais là je vous avoue que je ne suis pas compétent, parce que je ne suis pas compétent en finances publiques, j'ai d'immenses compétences, n'est-ce pas, mais pas celle-là. Donc je ne me prononce pas sur la question de la gestion, mais à tort ou à raison, il peut y avoir un mauvais souvenir ou un souvenir mitigé de la gestion d'un certain nombre donc de villes faites par le Front National dans les années 90. En revanche, sa capacité à gagner des élections municipales dans des villes moyennes, est tout à fait possible en raison du mode de scrutin et en raison, me semble-t-il, des cadres qu'il est susceptible de présenter dans ces villes-là, avec des enjeux un peu moins importants que dans des métropoles plus grandes. Voilà. Je pense que de manière générale, le Front National a quand même des atouts pour les prochaines élections qui, se révèlent à la suite donc des deux législatives partielles de l'Oise et de Villeneuve et du Lot-et-Garonne, donc de Villeneuve. Le premier atout, c'est, effectivement le mode de scrutin qui, pour une fois, ne lui sera pas a priori plutôt, pénalisant. Le deuxième élément, c'est effectivement l'évolution de sa géographie électorale qui fait que dans un certain nombre de villes moyennes, il est susceptible effectivement d'arriver en tête. Et puis le troisième élément, nous ne l'avons pas évoqué, en tout cas moi je ne l'ai pas évoqué, je suppose que vous en avez parlé au cours de votre émission, c'est évidemment le discrédit de l'ensemble de la classe politique qui fait que à une adhésion, d'un certain nombre d'électeurs pour, les thèmes du Front National, de manière globale, l'idée du protectionnisme, l'idée, de la préférence nationale, qui sont ce qui semble, attirer le plus les électeurs qui se prononcent régulièrement pour le Front National. À côté de cette adhésion, il y a évidemment un rejet du reste de la classe politique, et ce qui explique que des électeurs qui soit se sont abstenus, soit ont hésité entre la droite et la gauche, ont balancé entre l'un et l'autre, du coup ne sont évidemment pas du tout susceptibles d'être influencés par les appels au vote pour le Front républicain. C'est-à-dire qu'évidemment un électeur oui, alors justement, on entend par beaucoup... la gauche et par la droite, évidemment, si on lui explique qu'il ne peut pas voter pour ce qu'il veut, il est évident que c'est un slogan qui n'a plus d'impact. Et c'est, me semble-t-il, l'une des raisons qui explique évidemment le fait que le Front National a désormais, me semble-t-il, une réserve de voix entre le premier et le second tour, ce qui pourrait lui permettre de gagner à l'avenir un certain nombre d'élections. Parce qu'on entend beaucoup des chefs de l'UMP, notamment Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, ou même Jean-François Copé, je crois, l'a évoqué, dire que le Front républicain n'existe plus, ne fonctionne plus. Alors, est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, je la partage. Il suffit de regarder les résultats des élections. Le Front républicain fonctionnerait si le Front National restait scotché à son score du premier tour. À partir du moment où il progresse et où il gagne environ 20 points, je conviens très bien qu'il y a pu y avoir des cas où auparavant c'était déjà arrivé, mais enfin tout de même là c'est quand même me semble-t-il un peu plus flagrant. À partir de ce moment-là, oui, on peut penser que le Front républicain ne fonctionne plus. D'autre part, on s'aperçoit lorsqu'il y a eu une enquête qui a été faite il y a quelques jours, me
semble-t-il, sur les électeurs de l'UMP, on s'aperçoit que grosso modo, on peut diviser en 3 tiers le comportement de ces électeurs. Un tiers de l'UMP souhaite carrément des alliances avec le Front National, un tiers veulent le ni Front National, ni vote à gauche, et puis un autre tiers veut le Front républicain. Bon, c'est évidemment une situation qui est quand même assez nouvelle. Jusqu'à présent, on avait plutôt un électorat qui jouait la carte, un électorat de la droite modérée, qui jouait plutôt la carte, je dirais, du cordon sanitaire vis-à-vis du Front National. Il n'existe plus. Donc d'une réaction de l'électorat qui était auparavant quand même très imprégné par la mentalité de front républicain, vous pensez qu'on serait en train de passer à une mentalité plus front de droite où l'électorat est prêt à se reporter sur le candidat de droite le mieux placé, et alors y compris sur celui du Front National, s'il est au second tour, même contre un candidat donc moins à droite que serait le candidat UMP? Oui, moi je crois que c'est tout à fait possible parce que, si vous voulez, si on se place non plus du point de vue, je dirais, de la sociologie électorale, mais du point de vue de l'idéologie, on le sait bien, c'est vrai, je dirais, historiquement, mais c'est vrai par, je dirais, la formation des différentes familles politiques, mais c'est vrai évidemment par les grands thèmes qui structurent fondamentalement, je dirais, le débat politique, que ce soit la construction européenne, que ce soit la question, je dirais, de l'évolution des mœurs, ces grandes questions, ou la question de l'identité nationale, les lignes de fracture passent beaucoup plus au sein de la droite et au sein de la gauche qu'entre la droite et la gauche. Et donc, il est tout à fait naturel qu'il y ait une partie de l'électorat UMP qui, en fait, préfère donc basculer vers le centre, voire faire une alliance avec la gauche plutôt que de s'allier avec le Front National. Mais en revanche, il est tout à fait naturel qu'il y ait toute une partie de l'électorat de l'UMP qui, lui, d'une certaine manière, partage un certain nombre de valeurs avec le Front National. Donc, parce qu'effectivement, la division en partis ne reflète pas nécessairement la division idéologique. Et il y a évidemment des ponts entre, je dirais, ces différents électorats. D'ailleurs, c'est une des difficultés très graves que va connaître l'UMP l'année prochaine, c'est comment va-t-il constituer ses listes pour les élections européennes. Parce qu'il est évident que si le non l'a remporté lors du référendum de 2005, c'est parce qu'il y avait un non de droite, il y avait un non qui est de gauche, mais qui était un non minoritaire, mais enfin un non essentiellement de droite. Et ce non de droite, va-t-il être représenté dans la constitution des listes de l'UMP? C'est vrai que si le Front National a... Je vois, excusez-moi, Guillaume Bernard, oui. Je vois réagir Étienne Lahire, là, à vos propos. Oui, qu'il est de nouveau pas d'accord, peut-être. Je ne sais pas. Alors écoutez, je serais d'accord sur la ligne de fracture au sein de l'UMP. Entre ce que Jean-Yves Le Gallou appelle les médiagogues, les Le Maire, les Barouin, les Kosciusko-Morizet, dont on ne sait plus vraiment ce qu'ils ont à faire à droite. Ce sont des centristes, libéraux et humanistes, ce sont des anciens CDS, pour faire utiliser le nom d'un parti qui a heureusement disparu. Et vous avez une aile droite composée de la droite populaire, de la droite forte et de quelqu'un comme Wauquiez qui comprend l'évolution de l'opinion et qui, de chrétien démocrate bon teint, est en train de devenir un des représentants de l'aile droite de l'UMP. Finalement, la ligne de fracture de l'UMP, c'est le bilan à tirer de la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous avez ceux qui vous disent « on a perdu parce qu'on était trop à droite », c'est la ligne des médiagogues, et ceux qui vous disent « au contraire, on a perdu parce qu'on n'a pas fait assez et qu'on n'a pas mis en adéquation notre discours, nos actes avec notre discours ». Et cela n'a pas été tranché, et il ne pourra l'être à mon sens qu'après les élections européennes, pour lesquelles je prévois un score assez calamiteux pour l'UMP. Les élections européennes qui ont traditionnellement été souvent très défavorables aux deux grands partis de gouvernement et qui ont souvent vu émerger des listes dissidentes contre eux. Alors là, peut-être que au lieu que l'électorat souverainiste et de droite, de conviction, se reporte sur une éventuelle liste dissidente de l'UMP, mais peut-être que cette fois, il va se porter sur le Front National.
C'est bien possible, mais mais je crois que nous sommes plutôt d'accord sur ce constat. L'UMP est confrontée à la difficulté d'avoir un électorat qui est divisé sur la question de la construction européenne, et par conséquent, il est contraint d'essayer de soit faire des listes mixtes pro-construction et eurosceptiques, soit effectivement. Auquel cas, il court au désastre parce que personne n'y comprendra rien. C'est possible. Cela dit, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est d'ailleurs un des handicaps j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais un des handicaps du Front National pour les prochaines élections, c'est que comme le PS détient toutes les manettes, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, puisque au niveau national, on le sait, il a gagné donc la présidentielle et puis les législatives qui ont suivi l'année dernière, mais il y avait auparavant une forme de cohabitation d'une certaine manière, non pas horizontale mais verticale, c'est-à-dire qu'on avait un exécutif et un parlement plutôt à droite, et puis des exécutifs locaux qui étaient à gauche, hein, c'est l'effet de balancier. Bon. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans la situation où la gauche détient non seulement le pouvoir au niveau national et au niveau local. Par conséquent, l'électorat peut être tenté de considérer que, dans le fond, il faut passer la main au niveau local et comme les élections européennes vont suivre les oui. municipales, il y aura sans doute un effet, je dirais, des résultats des municipales sur les européennes. L'électorat peut penser effectivement qu'il faudra passer la main à l'opposition qui apparaît comme étant je suis tout à fait d'accord avec vous, Guillaume Berbois. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et j'espère vous retrouver dans ce studio l'an prochain pour commenter les résultats des prochaines échéances électorales. Malheureusement, nous devons nous quitter. Je vous remercie d'être intervenu dans ce libre journal de Paul-Marie Couteau. Étienne Lahire, merci beaucoup. Merci à vous. Chers auditeurs, à la semaine prochaine.